41 missiles. Vous allez nous dire les toutes dernières informations. Regardez les images. Il y a, alors là, vous allez me dire, au moins 2 morts. On voit ces images, on entendait quelque chose. Donc on va revoir ces images. Toutes dernières informations, Catherine, d'ailleurs, sur ces frappes. 41 missiles ont été tirés sur l'Ukraine cette nuit. L'armée ukrainienne dit en avoir abattu 21 et il y aurait entre 2 et 5 morts. Les informations ne sont pas encore tout à fait confirmées et une quarantaine de blessés entre Kiev et Kharkiv. 41 missiles. 41 missiles, 21 interceptés. 41 missiles, 21 interceptés, donc 1 sur 2. C'est un ratio qui correspond au stock d'armes antiaériennes dont disposent les Ukrainiens Ça dépend souvent, surtout d'ailleurs, des missiles qui sont utilisés par les Russes. En général, quand on frappe sur Kharkiv, Kharkiv c'est la ville la plus proche, la grande ville la plus proche de la frontière russe. On frappe avec des missiles, les Russes frappent avec des missiles S-300 antiaériens. Alors je peux vous confirmer si vous voulez, oui c'est ça, S-300, S-400 ouais. et 5 sortes de KH. KH-59. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, les Russes utilisent des missiles antiaériens pour frapper au sol, avec cet inconvénient que ces missiles ne sont pas du tout précis. Et ils sont relativement faible portée. Donc les Russes, ils les utilisent pour frapper essentiellement sur Kharkiv, sur les villes qui sont à proximité de la frontière. Mais en même temps, ce sont des missiles qui sont extrêmement rapides et qui sont difficiles à intercepter. Donc c'est ça qui diminue aussi la proportion de coups au but. Et pour les frappes en plus en profondeur, Kiev, notamment, les missiles KH sont des missiles qui sont lancés depuis des avions, qui sont des missiles balistiques qui sont lancés depuis des avions comme les Scalp, si vous voulez, c'est un peu le même principe, et qui sont lancés plus en profondeur et qui sont plus facilement interceptables. Là, on voit les images, on voit quand même qu'il y a d'énormes dégâts, donc il y a une grande quantité d'explosifs. Énorme débat à Kharkiv, qui est une ville déjà très éprouvée. Hein, oui, bien sûr, qui est à proximité de la frontière, qui a connu des combats à l'intérieur, il faut quand même le rappeler, contrairement à Kiev, qui était préservé, en tout cas le cœur de Kiev a été préservé. Donc oui, tout ça s'inscrit dans une campagne. Faire une seule journée de frappe, en réalité, ça n'a aucun sens stratégique. Ça veut dire que les Russes ont accumulé effectivement des stocks de missiles et qu'ils veulent exercer une pression sur la longue durée. Donc régulièrement, ils lancent des salves. Alors c'est toujours des salves, là aussi, pour essayer de dépasser, de saturer un peu la défense ukrainienne et pour avoir un peu un effet de masse. Et il y en aura comme ça, certainement encore, malheureusement, pendant des jours et des jours. D'autant que le front est gelé. Donc on voit bien que pendant que le front est gelé, il n'y a plus de combat presque. Presque plus. Combats, mais ça pendant ce temps-là, les Ukrainiens frappent en Russie, on en a parlé hier, en profondeur, et les Ukrainiens continuent régulièrement d'envoyer des missiles pour tuer des Ukrainiens. Quand il ne se passe plus grand-chose de stratégique sur l'avant, c'est l'arrière des deux côtés qui prend beaucoup plus d'importance dans ce cas-là. Donc il y a une campagne des deux côtés qui s'exerce sur l'arrière du front, de part et d'autre. L'arrière, donc les images à Kharkiv, et donc la capitale Kiev, qui n'est jamais à l'abri, les habitants de Kiev sont jamais à l'abri de nouvelles frappes russes. Nous rejoignons Marianne Kotonov, qui est notre envoyée spéciale dans la capitale ukrainienne. Marianne, donc une nouvelle nuit de frappes sur place. Oui, en fait, ça s'est passé ce matin, tôt ce matin. L'alerte a retenti vers 6h. Et puis, ce sont une vingtaine de missiles qui ont été lancés sur Kiev, différents quartiers. Ici, nous sommes dans le quartier de Stavatochine. Regardez derrière moi, là. Vous voyez, il y a un camion, en fait, vient d'enlever un missile qui n'a pas explosé. Le missile, pour vous donner un ordre de grandeur, il est à peu près de ma taille, donc plus d'1,60 m. Il contenait 500 kilos d'explosifs et il y a eu bien sûr des dégâts parce que des fragments sont tombés. Là, le camion l'a embarqué, ce missile. Au total, on compte 18 blessés. Une quinzaine se retrouvent à l'hôpital. Les autres ont été soignés sur place et il y a une femme qui est en urgence absolue, donc entre la vie et la mort. Plusieurs quartiers de la capitale ont été touchés donc tôt ce matin. Merci infiniment, Marianne Kotonov, envoyée spéciale en direct à Kiev pour LCI. Colonel, un missile qui n'explose pas, donc il tombe, il n'explose pas, il n'est pas intercepté par définition, ou ça fait partie des missiles qui sont neutralisés par les Ukrainiens. Oui, alors il peut être fragmenté, parfois il est raté, parfois ça n'explose pas, mais un missile qui représente, par sa masse, sa vitesse et son poids, ça représente malgré tout un projectile extraordinairement dangereux. Donc ça peut faire énormément de dégâts, même si ça n'explose pas.
Par le fait même qu'il frappe évidemment le très grande sol. vitesse, vous avez un objet qui doit faire un peu plus d'une tonne qui arrive à plusieurs fois la vitesse du son. Oui, ça provoque... Une tonne, quand il tombe au sol, il pèse une tonne. S'il n'explose pas, son poids total, ça va être entre une tonne et 2 tonnes. Je ne sais plus exactement. Enfin, ça dépend des missiles. Et donc, oui, même s'il n'explose pas, ça fait d'énormes dégâts. Vous savez, il y a des projectiles, par exemple, qui n'auront pas d'explosifs. Il y a des projectiles où on met du béton. Des bombes on met simplement du béton. Et simplement, par la vitesse, ça provoque des dégâts considérables. Il pourrait ne pas y avoir de charge, alors, dans ce missile. Non, si, il y a des charges, parce que malgré tout, les Russes sont équipés. Oui, les Russes sont équipés, et puis et ça fait évidemment beaucoup plus de dégâts avec 500 kilos d'explosifs. Oui, ça fait des dégâts considérables. Bien davantage, quand même. Ah oui, évidemment, oui, bien sûr. Donc, c'est et puis vous avez des fragments, même si ça se fragmente, même si le projectile explose, même si le missile antiaérien qui va taper ce projectile, ce missile lui-même explose, ça fait tout un tas de débris, de fragments qui tombent de toute façon sur le sol. Pardon pour cette question technique, un peu incongrue, mais quand on récupère un missile qui n'a pas explosé, on peut le réutiliser du coup ? Alors il n'est généralement pas intact quand même, malgré tout. Il est quand même bien... En revanche, c'est intéressant de pouvoir l'ouvrir, le décortiquer, de voir d'où il sort, à quel moment il a été produit. Est-ce que c'est un stock ? Est-ce qu'il vient juste d'être produit ? Ce qui montrerait que les Russes sont peut-être en tension en termes de production. Quelles sont les pièces électroniques, d'où ça vient, etc. Donc c'est toujours extrêmement intéressant d'arriver à voir quelque chose qui est presque intact. L'autopsie d'un missile donne des indications sur l'état de l'armée et du stock, de l'économie russe. Une petite carte électronique qui vient de Corée du Nord. Oui, d'où viennent les composants électroniques. Absolument. Est-ce qu'ils viennent d'un frigidaire dont l'usage a été détourné par les Russes, ou est-ce qu'il a été fourni effectivement par Kim Jong-un? Merci beaucoup en tout cas de toutes ces précisions. On va maintenant en Russie. Direction la Russie, parce qu'il se passe quelque chose, peut-être, d'insolite, de nouveau. On n'avait pas encore vu depuis le début de la guerre. Sachez que des centaines de moscovites ont fait la queue dans un froid glacial. Enfin, ils sont habitués, mais quand même, pour regardez la file d'attente, dans un froid glacial, pour soutenir un ancien député qui collecte des signatures lui permettant éventuellement d'être candidat à la présidentielle de mars contre Vladimir Poutine. Vous allez écouter quelques-uns et quelques-unes de ces personnes qui, regardez, c'est quand même très très long. Et ils sont dehors, ils ne se cachent pas, ils vont soutenir un candidat qui va s'opposer à Poutine. Candidat anti-guerre. 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 Anti-guerre de Poutine. Anti-guerre On peut de faire Poutine. la synthèse. D'accord. Écoutez-les. J'espère et je lui souhaite de se retrouver sur le bulletin électoral. En accordant notre vote à Boris Nadezhdin, nous sommes en train de changer quelque chose. C'est sûr, c'est une occasion de montrer notre position à l'État et à ceux qui comptent les votes. En tout cas, nos signatures seront remarquées, j'en suis sûr. Et à mon avis, c'est important. La chose la plus importante qui se passe actuellement dans notre pays est le conflit avec l'Ukraine. Et Nadezhdin semble être quelqu'un qui entend résoudre ce conflit, mettre un terme à ce conflit. Je veux le croire. Au moins, je suis heureux de voir qu'un grand nombre de personnes sont prêtes à être proactives, à sortir de leur zone de confort et à faire quelque chose.